d'abord les deux intervenants de la 7. Donc, il y a Marie Breton que je vais laisser se présenter, qui est une consultante jeune par son âge, mais qui connaît déjà maintenant bien le sujet à la 7 parce qu'elle mène un paquet de missions sur le sujet dont on va parler. Elle a un peu le leadership à la 7 parmi tous les consultants que compte la 7 sur ce sujet-là. Elle travaille en lien étroit d'ailleurs avec la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, Marie Aboulker que vous devez connaître, sur tous ces sujets-là. Je vais laisser Marie peut-être te présenter 2 minutes. Oui, bonjour à tous. Donc Marie Breton, je suis consultante senior à la 7 et donc je travaille sur des questions numériques, d'accompagnement numérique des collectivités sur un certain nombre de domaines. On parle de Smart City et Smart Territoire et plus précisément, comme le rappelle Jean-Jacques Grados, sur les thématiques commerce. Donc on accompagne plusieurs collectivités qui sont notamment inscrites dans le programme Action Cœur de Ville en lien étroit donc avec la Banque des Territoires sur des thématiques justement commerce numérique, mais j'aurai l'occasion de détailler plus en détail nos actions lors de cette audition. C'est bon. Okay. C'est bon. Donc, Jean-Jacques Grados, bonjour. Marie Breton, bonjour. Nous allons aujourd'hui auditionner la 7. Peut-être en quelques mots, Jean-Jacques, représenter la 7. Oui, alors donc, oui, merci de nous avoir invités à participer à l'élaboration de ce livre blanc. Donc, la 7, nous sommes un cabinet conseil qui est 100% filiale de la Caisse des dépôts et consignations, un cabinet conseil historique depuis plus de 60 ans. Donc, la 7 accompagne les collectivités locales dans leur développement territorial, dans l'aménagement, notamment l'aménagement du commerce, du développement économique et dans la transition énergétique et écologique, dans les mobilités et dans le numérique ou encore le tourisme. Bien évidemment, notre activité a connu un énorme essor ces dernières années, a fortiori avec la mise en place du programme Action Cœur de Ville, qui est suivi d'autres programmes, comme vous le savez, les territoires d'industrie, les petites villes de demain, la transition alimentaire, ainsi de suite. Donc on est de plus en plus ce conseil, je dirais, multiproduit principalement auprès des collectivités territoriales, qui sont nos premiers clients, les communes, les agglos, les départements, les régions, et leurs antennes, à savoir aussi les agences d'attractivité, les offices de tourisme, et on y reviendra aux offices de tourisme, et également, bien évidemment, les entreprises publiques locales, puisque la 7 compte un réseau de 350, alors on dit toujours SEM, mais en fait, entreprises publiques locales, principalement des SEM, qui sont adhérentes de ce réseau, dont on en a constitué, d'ailleurs créé beaucoup d'ailleurs sur le territoire historiquement. Donc l'ensemble de ces structures sont un relais formidable de remontée d'informations et un contact terrain pour nous, et on nous sollicite en permanence sur différents sujets que j'évoquais tout à l'heure. Donc, globalement, on accompagne les collectivités locales dans l'élaboration et la mise en place de leur projet de territoire. On intervient en assistance à maîtrise d'ouvrage ou en assistance à maîtrise de projet. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de grands programmes comme Action Cœur de Ville. Je parle d'Action Cœur de Ville parce qu'Action Cœur de Ville, parmi ces grands 5 piliers d'intervention, il y en a un qui concerne les mobilités, les connexions, bien évidemment, d'où le fait qu'on décline aussi ce sujet dont on va parler. Enfin, de manière numérique, on intervient à la fois de manière transversale en accompagnant les collectivités dans leur stratégie numérique de territoire, Smart City, Smart Territoire, ainsi de suite, et à la fois de manière sectorielle en axant nos analyses sur une ou plusieurs politiques publiques, le commerce, le tourisme et la culture. Donc voilà, donc on a encore une fois un marché, une activité récurrente de conseil auprès des collectivités locales. En France, c'est dans France métropolitaine et les dom-tom. Donc voilà pour vous. Ok. Juste, je croyais aussi que vous étiez au démarrage une fédération de SEM. Vous regroupiez les SEM, hein, parce que on a parlé de consultants, mais ouais, c'était au démarrage quand même que
les SEM plutôt. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais. On a la tête d'un réseau de 350 EPL, établissements publics, entreprises publiques locales. Enfin bon, donc des SEM. Et effectivement, alors on a un lien. Il y a des liens plus ou moins étroits avec ces SEM, mais c'est vrai qu'on a des contacts permanents. Je veux dire, avec beaucoup de SEM. Je ne sais plus combien. Je crois qu'il y a 1100 ou 1200 SEM. Non, un millier de SEM en France. Donc 350 SEM qui sont adhérentes au réseau. C'est-à-dire qu'on a même un réseau, même informatiquement. On a un réseau, on fait des formations auprès des directeurs de SEM, ainsi de suite. Donc, vous voyez vraiment, oui, on a un lien étroit. Ça nous permet d'avoir un lien étroit avec les territoires. Ok. Alors, Constant, peut-être première question. Oui, bonjour à tous. Merci bonjour. beaucoup pour cette audition. Première question, hein. Donc, vous qui travaillez pour une fédération de sociétés d'économie mixte, qu'est-ce qu'apporte, comment vous jugez le numérique, qu'est-ce qu'apporte le numérique et de quelle manière, en fait, vous pouvez conseiller les adhérents et les collectivités qui vont venir vous solliciter à ce sujet? Je vais du coup répondre à votre question. Tout d'abord, sur le premier aspect de votre question, sur du coup les apports du numérique. Nous, on a un postulat de base à l'ACET, c'est qu'on travaille à voir comment le numérique peut-il servir de levier de développement territorial et de revitalisation d'un territoire. C'est vraiment notre postulat. Et donc, en premier lieu, on considère que le numérique est un outil et un moyen pour une collectivité ou une entreprise publique locale de déployer une stratégie de développement territorial et non une fin en soi. On peut citer quelques exemples de positionnement stratégique, par exemple soutenir la consommation locale à travers des mesures d'aide pour les commerçants et des bons d'achat locaux pour les consommateurs. Autre exemple, ça peut être mettre en visibilité et faire connaître les commerces de proximité sur un territoire. On peut également vouloir accompagner et sensibiliser les artisans et les commerçants à la prise en main des outils digitaux, que ce soit les réseaux sociaux, la page Google d'un commerce, un site internet, etc. Ça peut encore être le développement d'une marque de territoire et d'une stratégie de marketing territorial pour renforcer l'attractivité d'un territoire. Donc on voit qu'on a plusieurs exemples de positionnement stratégique qui peuvent être conjoints ou séparés. Et donc, en fait, il est assez important de bien connaître et d'identifier les besoins de la collectivité avant de mettre en place une ou plusieurs solutions numériques. On envisage également le numérique au service des politiques publiques locales dans leur ensemble. Si la crise sanitaire a renforcé ces derniers mois le besoin d'accompagnement légitime des commerçants, artisans et restaurateurs qui ont été fortement impactés, l'accompagnement à la transformation digitale des territoires est adapté en fonction des contextes et des partenariats locaux. On peut faire des liens avec le tourisme, la culture ou encore les mobilités. Et donc, c'est important pour nous de penser le sujet de manière décloisonnée et donc de se positionner dans une logique plus large de smart territoire ou de smart city sur une perspective de moyen ou long terme. Autre point important pour nous, l'importance qui a été prise ces dernières années par les outils numériques dans nos vies quotidiennes avec la généralisation des smartphones, des objets connectés ou encore des capteurs qui sont aussi au service de la ville. Ça ne doit pas faire oublier l'importance des interactions physiques et des échanges humains, notamment lorsqu'on parle de revitalisation de territoire pour des territoires qui sont en déprise. Et on a vu apparaître cette notion de figital qui mêle physique et digital, et cette notion permet de montrer en quoi le numérique peut être complémentaire aux autres dispositifs qui sont déployés à la fois par les collectivités et les entreprises publiques locales. Donc, par exemple, la mise en place de foncières de revitalisation, de tiers-lieux ou encore d'aide financière aux différents acteurs. Et donc le numérique peut même renforcer l'attractivité d'un territoire. On peut citer deux exemples rapidement. Premier exemple, les compteurs de flux qui sont installés à des endroits stratégiques du cœur de ville et qui permettent d'analyser précisément les flux de population et ainsi adapter des zones de chalandise en conséquence. Ou autre exemple, des outils numériques de mise en visibilité des commerces avec possibilité de paiement en ligne ou de click and collect et qui permettent aux consommateurs de se renseigner en ligne sur les horaires d'ouverture, le choix des produits, éventuellement le paiement des produits, avant de se déplacer en magasin pour acheter ou retirer les produits qu'il aura vus au préalable.
Et donc, les places de marché en ligne ou les marketplaces qu'on a vu fortement médiatisés ces derniers mois ne sont pas les seuls outils à disposition des collectivités pour soutenir l'économie locale. De nombreuses collectivités ont mis en place des marketplaces depuis plusieurs années sans véritable stratégie de pilotage, d'animation et d'évaluation associée. Et donc, un certain nombre de ces outils ont périclité au fil des mois, faute de commerçants actifs sur la plateforme et de consommateurs réguliers. Donc l'idée n'est pas de dénigrer ces outils de vente en ligne qui peuvent être un levier de développement commercial, mais plutôt de montrer l'importance de bien identifier en amont les besoins de la collectivité et de prévoir un suivi et une animation régulière de ces projets, au même titre que les autres animations commerciales en centre-ville. Et à ce titre, les managers de commerce et de centre-ville ont un rôle très important à jouer en la matière. En effet, au-delà des outils et des technologies déployées, une stratégie numérique réussie s'appuie d'abord, à notre sens, sur une gouvernance claire et des partenariats de long terme entre les différentes parties prenantes. Donc les collectivités, élus et techniciens, les chambres consulaires, les agences de développement économique et d'attractivité, les entreprises publiques locales si elles existent sur le territoire, des associations, des représentants de commerçants, des associations d'insertion et de développement économique, les prestataires de solutions ou encore les citoyens. Et donc, pour qu'elle puisse vivre dans le temps, une stratégie réussie doit se matérialiser par une feuille de route et un plan d'action séquencé qui permettent un accompagnement et une animation progressive des commerçants dans leur digitalisation. Par exemple, les actions peuvent être personnalisées en fonction du niveau de maturité digitale observé chez les acteurs à un instant T et dans le temps pour un déploiement progressif. Et de plus, ces projets sont importants pour fédérer la ville avec les commerçants et les artisans du territoire. Sur le deuxième aspect de votre question, qui est plutôt sur le conseil aux collectivités et aux EPL, donc nous, on est sollicité effectivement par des collectivités et des sociétés d'économie mixte qui ont besoin d'être accompagnées d'une part pour diagnostiquer les besoins sur leur territoire, qui sont exprimés par les élus et par les commerçants. On est aussi sollicité pour adopter des stratégies coordonnées entre les acteurs, avec aussi tout un travail de fédération et de mise en mouvement sur le commerce, mais plus largement sur d'autres domaines, le tourisme, les mobilités, le marketing territorial. L'idée, c'est vraiment de faire le lien entre toutes ces politiques publiques. On est également appelé pour déployer et suivre la stratégie, avec des questions d'ingénierie technique et financière. Également pour intégrer dans des plans d'aménagement des sites de logistique urbaine avec des points de centralisation ou de retrait de produits. C'est vraiment des problématiques qui intéressent aussi particulièrement les EPL. Et enfin, pour évaluer les démarches régulièrement et adapter les stratégies le cas échéant. Et donc, on intervient sur trois types de projets. Notre conseil dure entre 1 et 6 mois. Et donc, on a un travail d'observation avec une batterie de modalités qui nous permettent d'observer, de définir et de mettre en œuvre les différentes politiques. Je ne sais pas si vous voulez que je détaille un petit peu ce point-là ou si on y reviendra par la suite. Non, c'est très bien. Mais du coup, vous évoquez les marketplaces, le commerce en ligne. Alors, c'est vrai qu'on a vu que cette crise avait véritablement développé et accentué ce phénomène numérique et parfois poussant les commerçants, malgré eux, à se digitaliser. Quel regard, vous, au niveau de la SET, vous avez vraiment bien sur ces processus? Comme vous disiez, on a pu voir des marketplaces qui étaient un peu dans différentes villes. Quel est votre regard justement sur la vente en ligne, le click and collect et toutes ces nouvelles données qu'on peut avoir aujourd'hui? Très bien. Donc en effet, à travers du coup, les différents territoires que nous accompagnons et principalement dans le cadre du programme Action Cœur de Ville et demain du programme Petite Ville de demain, on a constaté plusieurs phénomènes. Tout d'abord, c'est une multitude de prestataires de solutions et une difficulté pour les collectivités à y voir clair. En effet, depuis quelques années, et puis plus particulièrement là, depuis le début de la crise sanitaire, il y a de plus en plus de prestataires qui se positionnent pour proposer des solutions numériques aux collectivités. On peut parler des applications de ville, des marketplaces ou encore des vitrines numériques, des consignes connectées ou bien même des outils tout simplement de gestion de la relation client. Et donc, face à cette multiplicité des solutions, les collectivités, elles ont vraiment besoin d'être accompagnées pour mieux orienter leurs choix en fonction des réalités de leur territoire et de leurs besoins. En effet, ce qui fonctionne sur un territoire X ne fonctionnera peut-être pas sur un territoire Y, et donc il est très important pour la collectivité de se poser un certain nombre de questions avant de mettre en place un outil digital spécifique.
du moins, il y a quand même du mal à trouver la bonne application. Là, aujourd'hui, on voit quand même que les collectivités ont investi beaucoup d'argent, de l'État d'abord, de la Banque du Territoire également. Il y a beaucoup d'argent de les régions, les départements mettent de l'argent et il n'y a pas toujours le retour qu'elles souhaitaient. Par exemple, Nantes, qui a mis 2,9 millions d'euros sur la table, ça fait la plateforme de vente en ligne fait 20 000 euros de chiffre d'affaires en 2020. Donc, c'est vraiment difficile. Est-ce que vous pensez également que c'est une histoire d'âge également, de tranche d'âge? Est-ce que c'est une histoire de métier? Est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus propices à la vente en ligne ou au click and collect? Moi, ce que je pense, avant que Marie reprenne la parole, c'est d'abord la problématique, pour éviter de rencontrer des difficultés ou des échecs comme ceux que tu évoques sur Nantes, c'est la nécessité que les commerçants eux-mêmes s'approprient vraiment bien l'outil. C'est-à-dire que là, on déverse un outil sur une ville, a fortiori, il y a des effets domaines parce qu'il y a des financements qui viennent d'organismes, enfin, des financements que tu évoquais. Donc, on balance le machin, on balance l'outil, sans préparer les commerçants, sans les motiver, sans qu'ils soient assurés qu'ils soient appropriés, et sans même acculturer les commerçants. Et ce que je dis il n'y a aucun mépris à leur égard, hein. Je serais pareil, je serais comme eux. C'est-à-dire qu'en fait, on leur balance le truc. Tu parlais de Nantes. J'étais à Brest la semaine dernière et je vois je tombe dans le télé. J'ai failli t'envoyer l'article, mais bon, je suppose que tu es au courant. Dans le télégramme, le journal local, le télégramme de Brest, il faisait la marketplace mise en place en octobre, bilan 2 points totalement négatif. C'était ça la une du journal. Hein. Oui, Lille. Ouais. Tu as vu Lille? Oui, bien sûr. Alors, non, mais c'est intéressant si tu veux, c'est que il y avait des interviews des commerçants. Il y avait plein d'informations intéressantes dans cette interview. En fait, tu te rendais compte que 70 commerçants simplement ont joué le jeu, la marketplace. 70 commerçants, vu la taille de Brest, le centre-ville, ça doit être au moins 300 commerçants. 70 commerçants. Et puis après, ils vont gratter un petit peu. Donc un nombre trop faible, à mon avis, pas la fameuse masse critique de commerçants. Deuxième info, quand ils interviewent, les journalistes interviewaient les commerçants disaient, vraiment l'essentiel disait, oui, je suis allé sur le truc, de toute façon ça ne me coûte pas beaucoup d'argent, tant qu'à faire, voilà. Mais c'était du style, puisqu'on me le propose, voilà. Mais pas plus de motivation. Plutôt du style, tu sais, c'est comme tu achètes un ticket de loto, tu dis, si je gagne, tant mieux, voilà, c'est vraiment ça. Donc, ça, tertio, les commerçants disaient, oui, je suis dessus, non, depuis que je suis dessus, je n'ai pas renouvelé mon offre. Non, c'est toujours le même produit, je n'ai pas changé les prix, je n'ai pas changé les offres. Troisième information. Quatrième information, est montée au créneau la présidente des vitrines de Brest, que tu connais peut-être, que je ne connais pas, la présidente, qui dit quoi? Et ça, c'est intéressant. Elle se tourne vers la collectivité locale. Elle dit, nous attendons désormais que la ville prenne le relais, assure une vraie médiatisation qu'elle n'a pas engagée jusqu'à présent et nous aide à mieux nous fédérer. C'est intéressant comme information. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment, nous c'est ce qu'on dit aux élus, nous 7, ok, c'est une affaire de commerçants, mais il y a un moment de toute façon, on va vous attendre au tournant, vous collectivités locales, vous devez mettre en œuvre les moyens, pas forcément immédiatement financiers, mais les moyens au minimum humains et de support de communication pour fédérer tous ces gens-là. Voilà. Et j'ai trouvé qu'à travers cet article, qui n'a rien d'original, parce que tu évoques Lille, effectivement, on en a beaucoup parlé, parce qu'il y a une grosse masse d'argent qui a été, entre guillemets, perdue, mais c'est vrai, il y a plein de cas comme ça. L'outil est peut-être bon, mais on a grillé toutes les étapes en amont. Je terminerai, je m'étais entretenu avec Madame Pommier, que vous connaissez peut-être, qui est la fameuse SIC de Langogne. Vous savez, on en a beaucoup parlé, de la fameuse SIC de Langogne qui a mis en place une démarche numérique au niveau du bassin de Langogne, voilà.
Et, son expérience depuis 2 ans, elle nous dit ma principale difficulté, c'est de faire accepter aux commerçants qu'ils aient recours à un photographe professionnel. C'est-à-dire que mettre des produits en ligne, c'est un vrai métier. Et ça veut dire aussi qu'ils l'acceptent, et ça veut dire qu'on investit aussi là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas envoyez-moi une photo de votre, je sais pas moi, de la dernière robe que vous avez en magasin. Non, 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 non. Il faut vraiment, voilà. Donc il manque d'appropriation, d'acculturation, de professionnalisme en amont. Et c'est ce à quoi nous cherchons à sensibiliser les collectivités locales. Il s'agit encore une fois pas de dire les marketplaces c'est nul, mais faites attention. Et nous, ce qu'on propose à l'A7, c'est vraiment d'écrire un cahier des charges par rapport à ça. De toute façon, ça va se payer comptant très rapidement, et on le voit aujourd'hui. Je te laisse la parole peut-être, Marie. Mais je souscris totalement à ce que tu dis. Peut-être pour préciser un point, il y a aussi, nous, effectivement, on accompagne à la rédaction de cahier des charges, et on voit aussi de plus en plus d'offres un petit peu... en tout cas de demandes de la part des collectivités, de solutions un petit peu hybrides. L'idée n'est pas forcément tout de suite d'être sur de la vente en ligne dès le départ et d'être sur une marketplace, parce que si effectivement il n'y a pas une masse critique de commerçants qui sont sur la plateforme, si on a 10% de l'offre, ça ne sert pas à grand-chose de faire une marketplace. On peut déjà faire un site de mise en visibilité avec tout un travail aussi de marketing territorial et faire des offres qui peuvent... fonctionner en fonction aussi de l'existant. Il y a des commerçants qui ont déjà des sites de vente en ligne, et donc on peut avoir des passerelles qui peuvent être faites avec leur propre site marchand, ce qui évite aussi, certains commerçants ne veulent pas s'impliquer sur des solutions parce qu'eux-mêmes ont déjà leur propre solution de vente en ligne, et ils ne veulent pas faire, et ce qui est tout à fait normal, de double saisie de produits, la gestion des stocks, etc. Donc on peut très bien avoir, pour les commerçants qui ne veulent pas faire de vente en ligne, avoir simplement un site vitrine, mais un site vitrine qualitatif qui fonctionne bien, avec renvoi sur un numéro de téléphone, sur une page Facebook, etc. Et puis après, on peut avoir ceux qui veulent faire de la vente en ligne, ils le font. Et puis ceux qui ont déjà un site de vente en ligne, avoir une passerelle. Et on peut très bien imaginer des sites qui vont progressivement avec d'abord un site de vitrine et qui peut, après, au fil des mois, si toutes les conditions sont réunies, pouvoir passer en site marketplace. Et effectivement, la question de l'animation est très importante. Il faut qu'il y ait une personne relais au sein de la collectivité, une ou plusieurs d'ailleurs. Ça peut être manager de commerce ou de centre-ville, chef de projet Action Cœur de Ville, directeur de la communication, etc. Il faut vraiment qu'il y ait au sein de la collectivité ou d'une entreprise publique locale, vraiment un noyau dur de personnes qui sont vraiment là pour appuyer les commerçants, parce qu'effectivement, ça n'est pas leur métier premier. Oui, pour appuyer les commerçants. Alors, il y a le conseiller numérique que la Banque des Territoires développe. Oui. Alors, ma question, ce serait, est-ce que vous avez un exemple qui marche en France? Parce que, bien entendu, il y a les commerçants, mais c'est vrai que nous, l'idée, on arrive à une préconisation en disant, c'est un super outil de communication pour le centre-ville, et en disant, bah, voilà ce qui se passe dans le centre-ville, par exemple, ce week-end, il y a une promotion là, il y a un truc là, il y a une animation là, il y a... Voilà, c'est un mix entre le commerçant, ce qui se passe dans... Mais c'est peut-être aussi pour éduquer le commerçant la partie la plus importante. Est-ce que vous sentez des choses par rapport à la problématique tranche d'âge? Alors, je pense qu'effectivement, la problématique tranche d'âge, elle joue. Après, je ne sais pas s'il faut la réduire uniquement à une problématique de tranche d'âge. Il y a certains territoires sur lesquels nous, on accompagnait un territoire qui avait déjà mis en place un certain nombre d'outils. On s'est rendu compte, justement, en interrogeant les commerçants, en faisant des sondages, qu'un commerçant sur deux n'était pas au courant que la ville avait déployé des outils. Donc avant même de savoir si oui ou non je suis à l'aise avec les outils informatiques, si j'ai la bonne tranche d'âge, c'est tout simplement je ne savais pas que l'outil existait. Donc si l'outil n'existe pas, si on ne sait pas que l'outil existe, on n'y va pas. Et inversement, en tant que consommateur, pareil, on n'y va pas. Et puis si on y va et qu'on se rend compte qu'il y a très peu d'offres, on y va une fois et on n'y retourne pas. Après, pour un site qui fonctionne, il n'y a pas de...
comment dire, il n'y a pas de solution miracle. Nous, on a fait un webinaire il n'y a pas très longtemps avec la ville de Calais, qui justement a un site internet de vente en ligne qui s'appelle Mon Shopping c'est Calais et qui est basé et qui est géré notamment par une SPL. Donc effectivement, c'est un modèle un petit peu hybride. Il y a une centaine de commerçants actifs, un peu plus de 100 commerçants actifs sur la plateforme, ce qui n'est pas énorme, mais qui est déjà quand même assez conséquent, qui a une politique d'animation vraiment très importante. Et vous le voyez directement sur le site, et qui propose une qualité de service avec 5 modes de livraison de retrait pour se faire livrer les produits. Et alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais je pourrais vous les retrouver si besoin, qui a vraiment qui fonctionne bien, en fait, qui génère du chiffre d'affaires. Mais effectivement, les exemples, actuellement, en tout cas, si on parle de marketplace au sens pur, on a plus des contre-exemples que des exemples. Mais notre accompagnement n'est pas uniquement de se dire on va mettre une marketplace. C'est vraiment, on a une vision qui est un peu plus transverse sur la question. Tu peux peut-être donner un petit peu plus d'informations sur quel est deux, trois caractéristiques. Peut-être, Jean-Jacques, excuse-moi, nous, on a une audition tout à l'heure, 8 minutes. Donc, il y a peut-être quelques questions quand même, notamment le centre-ville. Comment voyez-vous le centre-ville dans 8 ans, en 2030 ? Alors là-dessus, effectivement, on a un petit peu réfléchi à la question. On a, on va dire, 4 grands enjeux qu'on identifie si on fait une petite analyse un petit peu prospective à horizon 2030. Premièrement, on pense à une consommation de proximité. En effet, il y a le recours au télétravail de plus en plus fort, au flex office et plus largement l'émergence de tiers-lieux qui allient espaces de travail, de créativité et de rencontre, conjointement aussi à des grands programmes de revitalisation et de rénovation des territoires tels Action Cœur de Ville ou Petites Villes de demain. Et donc tous ces facteurs-là vont permettre aux villes de taille moyenne et aux petites villes de gagner en attractivité, en qualité de vie et du coup, in fine, en consommation locale et de proximité. Deuxième point, c'est une ville connectée au service de la revitalisation des territoires. Et donc, en prolongement, en fait, le développement du numérique, aussi bien à l'échelle du commerce, mais plus largement en transversalité, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la question des mobilités, de la culture, du tourisme, du logement, permettra une offre de services complète et attractive pour les territoires. Troisième point qui est très important, c'est des enjeux en termes d'inclusion numérique et de fracture territoriale. En effet, pour que le scénario que je viens d'énoncer soit à la fois réalisable et réaliste, une politique ambitieuse en matière d'accompagnement à la transition numérique en termes d'équipement, de réseau et d'usage doit être entreprise dès maintenant. Et donc, à ce titre, on peut noter le recrutement et le déploiement en cours des conseillers numériques, on vient de le voir, sur l'ensemble du territoire pour accompagner justement les citoyens à mieux maîtriser les outils numériques du quotidien et éviter en fait une digitalisation à 2 vitesses et de fait une augmentation des inégalités face au numérique. Et enfin, dernier point, un numérique responsable au service d'une ville résiliente. C'est un autre sujet d'avenir et qui émerge dès à présent et qui est à considérer. C'est la question de la sobriété numérique et de la convergence entre transition numérique et transition écologique. Le numérique, aujourd'hui, consomme environ 4% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. Et pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un chiffre comparable au trafic aérien. Et donc, pour résorber cette empreinte, on a 2 mécanismes qui sont complémentaires. C'est tout d'abord un numérique, produire des outils numériques qui sont plus économes en énergie. On parle de Green IT. C'est la question de l'éco-conception et des circuits courts pour justement créer ces outils, notamment les terminaux. C'est ça qui consomme le plus d'énergie. C'est nos smartphones, nos tablettes, etc. La question du réemploi et de l'économie circulaire, avec la question du recyclage aussi. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de matières premières qu'on ne sait pas ou qu'on sait mal recycler. Et enfin, la question et la gestion des data centers qui consomment énormément d'énergie et d'eau. Et donc, il y a ce premier point. Et à l'inverse, ou en tout cas en corollaire, il y a aussi le numérique au service d'une politique plus écologique et résiliente. Et donc là, on parle d'IT for Green. Et donc là, 3 exemples rapidement. Premièrement, on va pouvoir utiliser des données ou des capteurs qui vont être au service d'une réduction des dépenses énergétiques. On peut parler par exemple de la gestion de l'eau.
Deuxièmement, il y a l'utilisation des données à visée prédictive, donc pour prévoir par exemple des intempéries ou des catastrophes naturelles. Et enfin, si on se recentre sur la question du commerce à proprement parler, l'utilisation de plateformes pour promouvoir des commerces locaux de proximité et des circuits courts ou encore des produits éco-responsables. Merci beaucoup.